si vous avez bien lu le titre, évidemment, de vous faire découvrir l'œuvre majeure d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai nommé Le Petit Prince. Ce sera l'occasion de vous faire du tapping un peu, de vous faire découvrir l'univers d'Antoine de Saint-Exupéry, les magnifiques illustrations de ce livre, et également bien sûr l'histoire, l'intrigue qui est une de mes préférées de tous les temps. Alors sans plus tarder, on est parti. Lire au moins un chapitre et voir pour la suite. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, lui, était comme ça. C'est celui-là. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. Aussi, j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile, sinon si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau. Alors je ne lui ai parlé ni des serpents bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. On va les enchaîner. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a maintenant 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien
que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me dit: ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné de mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis: non, celui-là est très malade, fais-en un autre. Je dessinai de nouveau. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Mais tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive pour longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai: ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête à travers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda: mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria: comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désirais que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: alors toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement: tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me
l'attacher. Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors, le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta, droit devant chez soi, on ne peut pas aller bien loin. Un dessin du petit prince sur l'astéroïde B612. Chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne le nom d'un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais comme personne ne l'avait cru à cause de son costume, les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionneront jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, oh, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est bien la preuve qu'on existe, non? Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton.
Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai que les moutons mangent les arbustes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta: par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des grands arbres comme des églises, et que, même s'il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse: les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit: ben, voyons, comme s'il s'agissait d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les autres planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent une fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser. On peut la laisser pousser comme elle veut même. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient des graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils finissent par la faire éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui-ci, par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis: enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'il frôlait depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir.
Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Voilà, les baobabs. Chapitre 6. Avant de finir cette vidéo. Petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta vie mélancolique. Tu n'avais su longtemps, pour distraction, que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le 4e jour, au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas, et tu regardais le crépuscule de chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour de 44 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Et on s'arrête là, au chapitre 7, au début du chapitre 7, à la page 34 de ce merveilleux livre, de ce merveilleux ouvrage qu'est Le Petit Prince. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Cet ouvrage collector, j'espère que l'histoire vous a plu, que le début de l'histoire vous plaît si vous la découvrez, ou que vous prenez plaisir à l'entendre si vous la connaissez déjà. C'est un ouvrage majeur dans ma vie qui compte énormément et j'espère réussir à vous faire passer les émotions telles que moi je les ressens. Quoi qu'il en soit, si vous ne dormez pas déjà, je vous souhaite de passer une bonne nuit. On reprend les vidéos sur un rythme entre guillemets normal. Du moins, bon, c'est un jeudi soir, donc il n'y a pas forcément de jour, il n'y a pas forcément de date. Disons que je vais essayer de reprendre un rythme normal. C'est mieux pour ma santé mentale, c'est mieux pour me concentrer sur d'autres projets que YouTube, bien que YouTube soit un projet exaltant et très important pour moi. Je vous remercie de me suivre encore et toujours. Vous qui devenez peu à peu mes amis, mes compagnons de route. On est plus de 200 sur cette chaîne YouTube. Espérons que d'ici fin mars, c'est l'objectif, on passe les 300, sachant qu'on est parti 150 abonnés en janvier. C'est possible de passer les 300 d'ici mars.